Quelques déclarations de Ronald Araujo. Attendez, bougez pas, je vous explique. Alors il a dit: je suis heureux de continuer encore de nombreuses années, très heureux. Il explique qu'il a toujours été très calme avec ses situations contractuelles et qu'il a été clair sur ce qu'il voulait. En vrai, on sait très bien ce qu'il voulait, c'était plus d'argent. Ce qui bloquait vraiment sur son renouvellement, c'est parce que le Barça ne lui a pas donné ce qu'il lui avait promis, c'est-à-dire un plus gros salaire. Il y en a qui le prennent mal, mais pour moi, c'est du 50-50. Le Barça lui avait promis un plus gros salaire, donc il a le droit de s'énerver si on lui propose pas le plus gros salaire. Après, on l'a dit, Lewandowski essaye de me convaincre de rester. J'ai toujours été clair, mais au final, nous étions en train de négocier un contrat et nous ne savons pas comment cela allait se passer. Maintenant, je me sens valorisé, ce qui est le plus important, j'ai été clair sur le fait de rester. Notre objectif doit être de gagner le championnat. Il reste encore de nombreux points à prendre et nous sommes impatients d'y parvenir. Nous devons continuer à gagner des matchs comme nous l'avons fait contre Alaves. Nous savons que nous n'avons pas de marge d'erreur, nous devons obtenir le maximum de points dans chaque match jusqu'à la fin. Le système de Flick est un peu risqué, mais il nous donne des résultats positifs, je me sens mieux, je suis encore en train de m'y adapter. Après, il dit qu'il espère que les deux équipes perdront dans le derby madrilène. Franchement, un match nul, ça va arranger tout le monde. Quand Rafinha a dit ce qu'il a dit sur les arbitres de la Liga, il avait raison. Nous ne pouvons pas dire tout ce que nous pensons, cela dépend d'autres personnes au sein du club. Je savais que vous allez me poser la question sur la déclaration de Madrid. Je ne l'ai pas lu et je ne vais pas entrer dans des détails. Nous sommes concentrés sur nous-mêmes. Les gars, tout arrive au bon moment. Le Olmo Bowl est de retour. Dernière minute, Dani Olmo va recevoir le hockey médical et fera son retour ce jeudi en Copa del Rey face à Valence. Beaucoup commencent un peu à s'énerver et veulent ouvrir un dossier sur Olmo qui est très souvent blessé. Mais ce qu'il faut comprendre les gars, c'est que durant les fêtes, c'était pas un moment facile pour lui. Au lieu de profiter le jour de l'an, regardez son sourire forcé. Il savait même pas s'il allait être enregistré ou pas. Imaginez la pression qu'il avait. Surtout que les médias se régalaient sur ça. Sa situation avec Pau Victor était en tendance pendant plus d'une semaine. Imaginez la pression qu'il avait. Après son enregistrement, il a fait quelques matchs et s'est blessé directement. On sait tous que cette situation l'a touché. Mais là maintenant, il est de retour. Avec ce petit calendrier tranquille du mois de février, il pourra revenir en pétard avant les gros matchs de mars, la Ligue des Champions. Sachant que c'est une solution en plus, il peut jouer faux neuf et remplacer Lewandowski. On a très bien vu le poulet que c'était la dernière fois qu'on a joué Olmo faux neuf. Vous connaissez son poste, il joue 10. Il pourra être très bien aménagé avec un Fermin Lopez qui revient en pétard, un Gavi et un Pablo Torre. Enfin bref, j'ai qu'une hâte, c'est le revoir. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-le sur Snap et Insta. Le Barça va bien, mais il y a une problématique qu'Hansi Flick va devoir gérer, c'est le retour de cet homme-là. Inigo Martinez, de retour de blessure, va-t-il récupérer sa place de titulaire? Vous le savez, Koubarsi est intouchable, injouable, c'est le plus jeune, mais c'est le plus performant défensivement. On l'a tous vu, Inigo et Koubarsi font la paire. C'est un duo magistral défensivement. Maintenant, il y a une problématique. Araujo est revenu et il a récupéré sa place de titulaire et on ne voit quasiment pas la différence entre lui et Inigo. Il s'est parfaitement approprié le système de jeu d'Hansi Flick. Je pense qu'il le maîtrise à la perfection également. Attends, moi je pense avoir trouvé une parade pour que les centraux aient beaucoup plus de temps de jeu. On le sait tous, Araujo sous l'ère Xavi, il jouait à droite en tant que latéral droit. Je trouve que Koundé joue énormément depuis le début de la saison et de temps en temps pour le faire reposer, il faut remettre Araujo à droite. Sur les matchs importants, bien sûr, c'est Koundé qui jouera. Mais dans des matchs comme ça de Liga ou de Coupe d'Espagne ou je sais pas, tu peux te permettre de mettre Araujo à droite. Ça va pas faire de mal. Il a pas perdu la main. Sachant que voilà, Christensen va bientôt faire son retour. Ça nous fait quoi? 4 centraux pour 2 postes, les gars, ça fait beaucoup. On sait jamais, demain il peut avoir une blessure de Koundé. Il faut prendre ses précautions. On a une bonne profondeur de banc. Il faut en profiter. Ma famille, aussi fou que ça paraît, mais vous savez que les 2 Polonais qui sont dans notre équipe, actuellement, ce sont les meilleurs dans leur domaine. Depuis que Szczęsny joue au Barça, il a fait 7 matchs et les 7 matchs, le FC Barcelone a gagné. Il a fait une grosse erreur contre le Benfica. Il a fait un mauvais début de match contre Alaves, j'ai pas du tout aimé. Les relances ne sont pas propres. Voilà, tu sens qu'il panique. Il a fauché Baldé dernièrement. Mais malgré tout ça, le Barça gagne. Lewandowski, malgré voilà les critiques, malgré que voilà je ne suis pas satisfait de ce qu'il apporte au Barça, c'est actuellement le Pichichi, le meilleur buteur de la Liga. Mais les gars, ça ne peut rien comprendre. Ils sont pas forcément bons. On n'aime pas forcément ce qu'ils proposent. Mais ce sont les meilleurs actuellement parce que les gars, c'est les statistiques qui parlent, je peux pas le contredire. Moi, à l'heure où on parle, j'ai une grosse pensée pour Peña qui l'année passée s'est fait critiquer, dézinguer par les supporters. Cette année, il a répondu présent et la récompense est sur le banc au final. Donc, quand t'es pas bon, tu joues et quand t'es bon, tu ne joues pas. Mais moi, je comprends plus les gars. Maintenant, si on prend le fond, honnêtement, Szczęsny n'est pas bon, il est pas rassurant sur certains matchs. Donc, je ne pense pas que ça va durer comme ça indéfiniment. Je pense qu'à un moment donné, Peña reprendra sa place, c'est qu'une question de temps. Ce n'est que mon avis. Que dire? Que dire de cette information? Que dire? Breaking! Les arbitres Muniz Ruiz et Iglesias Villanova du match espagnol Real Madrid vont être suspendus pendant environ 1 mois. C'est bien, c'est bien. On va pas se plaindre que des arbitres incompétents soient suspendus. En revanche, tous les supporters de Liga ici présents, tous,
quel que soit le club que vous supportez, à part les supporters de Getafe, levez la main, tous ceux qui ont été victimes d'injustice. Je lève la main. Levez la main, tous ceux qui ont vu l'arbitre, qui a été l'auteur de cette injustice face à votre club, être suspendu. Voilà. Voilà. Moi, si vous me suivez, vous le savez. Wallah, vous le savez. J'ai pas de problème à être objectif avec le Real. Je suis barcelonais, ça m'empêche pas de dire quand ça va pas au Barça, ça m'empêche pas de dire quand ça va très bien au Real, de dire ce qui est bien, ce qui est mauvais. Ne venez pas me dire que Florentino Pérez et sa chaîne télé n'y sont pour rien. Ne venez pas me dire que le Real n'a pas un traitement particulier en Liga, que ce soit avec les arbitres et que ce soit avec les instances. Dieu sait combien de fois le Barça s'est fait voler cette saison. Et je dis pas du tout qu'on est les seuls, et je dis pas du tout qu'on n'a pas eu des erreurs en notre faveur également. J'ai vu aucun arbitre être suspendu. Là, il a fait une erreur il y a 2 jours, ils sont suspendus 1 mois. Et je dis pas qu'ils doivent pas être suspendus. Je dis juste que ça devrait être comme ça pour tout le monde. Normalement. Donc s'il vous plaît les Madrilènes, s'il vous plaît, vous qui criez Negreira, etc., etc., etc. J'ai juste besoin de comprendre. C'est tout, j'ai juste besoin de comprendre. Peut-être qu'il y a quelque chose que je suis pas au courant. Peut-être que je suis pas au courant et... Non, je vois pas d'explication. Donc s'il vous plaît, dites-moi en commentaire comment vous expliquez que bizarrement, les arbitres qui ont fait cette erreur face au Real soient suspendus et pas tous les autres qui font des erreurs. Allez, dites-moi. Je vous attends. En fait, des fois, les gars, faut juste s'asseoir et se dire que Pérez, il est juste trop fort. Il est juste trop influent. Les événements qui se sont produits lors de ce match ont dépassé toute marge d'erreur humaine ou l'interprétation de l'arbitre. Les décisions prises contre le Real Madrid ont atteint un niveau de manipulation et de falsification de la compétition qui ne peut plus être ignoré. Ce scandale d'arbitrage n'est pas un cas isolé. Le système d'arbitrage espagnol est complètement défectueux et structurellement conçu pour se protéger. Madrid a potentiellement perdu 3 points à cause de cette grosse erreur. Le joueur qui n'a pas été sanctionné d'un carton rouge et qui marque juste après. Madrid perd 3 points. Et je le reconnais, l'arbitrage était très très mauvais ce soir. Mais moi, mon problème, les gars, c'est que pourquoi quand c'est Madrid, ça fait autant de bruit, et que quand c'est le Barça, on est des pleureuses. Il est là mon problème, les gars. On vit dans un monde où contre la Sociedad, on nous a sifflé un hors-jeu totalement imaginaire. Conclusion des courses, on perd 1-0 ce match. Est-ce que ça a fait une grosse polémique? Je pense pas. On a perdu contre Las Palmas. Baldé est sorti sous civière. 0 carton sur cette faute. Dans ce même match, penalty clair, sans compter celui sur Koubarsi. Défaite contre Las Palmas, 2-1. On fait 2-2 face au Betis. Flick prend un carton rouge plus des matchs des suspensions pour ce geste et parce qu'il est sorti de sa zone technique. On fait match nul contre Getafe. C'était un penalty clair aussi, mais ça en vrai en Liga ils le sifflent pas tout le temps. Mais ils l'ont déjà sifflé. En tout cas, maintenant que le Real se plaint de l'arbitre, j'espère que les choses vont changer. Parce que visiblement quand c'est eux, ça a plus d'impact. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-nous sur Snap Instant, on s'en est. Regardez bien ce que va faire Hansi Flick à Frenkie de Jong. Franchement, ça se fait pas. Là, Lamine Yamal, Eric Garcia, Koubarsi, leur salama. Regardez, de Jong à gauche. Frérot, tu préfères féliciter Ferran Torres à Frenkie de Jong? Là, il fait un big câlin à Pedri, c'est normal. Non mais revenons-en sur le cas de Jong. Sérieusement, pourquoi tu le boycottes comme ça, frérot? Ça se fait pas. Moi, j'ai envie de vous parler de Frenkie de Jong. Ces derniers matchs, il est très bon. Qu'il soit titulaire ou non, de Jong montre de très belles choses sur le terrain. C'est un milieu de terrain complet. Il est capable d'attaquer, de se projeter, de temporiser, de faire le jeu, d'accélérer le jeu, etc. Quand je vois ça, ça me frustre encore plus. Parce qu'il lui reste toujours cette nonchalance défensive qui fait de lui un milieu de terrain pas encore complet à 100%. Mais en tout cas, il y a du mieux. Il faut qu'il continue comme ça à montrer des choses parce que la concurrence est rude cette année. Entre Pedri, qui est sur une autre planète, qui est peut-être le meilleur milieu de terrain au monde cette saison, Casado qui sort de nulle part et qui est juste injouable, Gavi qui revient très très bien en deuxième partie de saison, sans oublier Bernal qui est normalement titulaire à la place de Casado. C'est-à-dire que ce mec est encore meilleur que Casado. Ça m'aurait ému de vous parler de ces milieux de terrain quand je me dis que l'année dernière, notre milieu titulaire c'était lui. C'était Rimka le rappeur. Mais l'écart de zinzin. Et après, il y en a, ils viennent me dire que Yamal, c'est pas le joueur le plus impressionnant à 17 ans. Revenez me le dire maintenant. Regardez la différence d'écart entre la valeur marchande actuelle de Yamal, 180 millions, aux autres joueurs au même âge, 17 ans. Et attention, attention, je rappelle que Yamal, il vient de les avoir, les 17 ans. Regardez, on avait Jude Bellingham, 17 ans, à Dortmund, valeur marchande, 55 millions. Kylian Mbappé à Monaco, époque où il avait 17 ans, franchement il était trop fort, 4 millions d'euros les gars. Vinicius quand il était encore au Brésil, 35 millions. Là par contre ça me choque. Haaland à 17 ans, il coûtait que 300 000 euros.
C'est l'époque où même l'Olympique Lyonnais aurait pu l'acheter. On était dessus. Phil Foden à Manchester City, 5 millions. Et là, t'as Yamal actuellement qui en vaut 180. Non mais les gars, rendez-vous compte. Je dis pas qu'il fout droit tout le monde en haut, je dis pas qu'il est forcément meilleur. Mais là, en fait, c'est juste la preuve que les gars, être titulaire avec la sélection espagnole, gagner l'Euro, faire des matchs, être régulier, briller devant les yeux de tous les supporters du foot mondial, être titulaire au FC Barcelone, être parfois le meilleur joueur du Barça, c'est pas rien les gars. Et là, vous pouvez pas me dire que c'est pas la même génération, le football actuel c'est trop d'argent, c'est la même génération que les gars. Je suis désolé mais il a 17 ans, quand ils avaient 17 ans c'était il y a pas longtemps, il y avait déjà de l'argent dans le foot, il y avait déjà les valeurs marchandes. Vous pouvez pas me dire oui c'est pas pareil, à leur époque il aurait pas coûté 180 millions, il aurait coûté au moins 120, 130. Yamal à 17 ans, je suis désolé mais on n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu ça dans le football européen en tout cas. On a vu des talents comme Neymar, comme Messi, comme Ronaldinho, comme Mbappé, comme les joueurs qui sont là, mais faire ce qu'il fait actuellement au milieu professionnel en Europe dans des matchs officiels, on n'a jamais vu ça. Est-ce que vous êtes prêts à avoir une dinguerie? Parce que j'en ai vu des images terrifiantes, mais celle-là, elle est catastrophique. Dans le bon sens du terme, bien évidemment. On voit la valeur marchande des joueurs qui y a au-dessus, donc Bellingham, Mbappé, Vinicius, Haaland et Foden à 17 ans. Vous savez très bien de qui on va parler si on parle de 17 ans. C'est à lui maintenant le chiffre 17. On voit Bellingham 55 millions, Mbappé 4 millions, parce que les gens ils comparent Mbappé quand il était jeune à Monaco, quand il commençait vraiment à bien buzzer avec Lamine Yamal. Oui, c'est le mec qui est derrière moi. Avec Lamine Yamal en disant mais Mbappé était meilleur, etc. Il avait pas 17 ans les gars. Il avait pas 17 ans. Arrêtez-vous, à 17 ans il valait 4 millions. Vinicius au Brésil 35 millions. Bon il était au Brésil donc forcément ça pousse un peu les stats. Haaland 300K on n'en parle même pas. Foden 5 millions. L'homme qu'il y a derrière moi, Lamine Yamal 180 millions. 180 millions. Valeur marchande. 17 ans, 180 millions de valeur marchande. Ça sert à rien de... J'allais étayer mon propos, j'allais commencer à parler, à divaguer, à bifurquer, à tout ce qui se termine en « et ». Mais on va se taire. On apprécie. 180 millions d'euros, c'est le thème.